Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Serge Ferrari? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Sachant que je ne connais pas bien cette compagnie-ci, on va déjà commencer par lire cet article-ci avant d'entrer sur les éléments quantitatifs. OK? Donc, histoire d'avoir à peu près qu'est-ce que l'entreprise fait, pourquoi est-ce que les revenus ont augmenté, etc. Parce que je trouve que cet article-ci peut nous aider ici à mieux comprendre ce qui va suivre. OK? Donc, rencontre avec Philippe Brun, le directeur financier de Serge Ferrari, que nous avions déjà interviewé en 2015 dans le cadre de l'Odo BHF Forum. La famille Ferrari détient 72% du capital, mais les dirigeants membres du directoire, Sébastien Baril et Philippe Brun, n'en sont pas issus. Toutefois, un alignement des intérêts avec le management a été recherché puisqu'une société d'investissement des cadres s'est endettée pour détenir 5% du capital de la société. Donc, c'est-à-dire que les cadres en eux-mêmes ont créé leur propre société d'investissement afin de pouvoir détenir des actions dans cette compagnie-ci. Donc, on a également ici, c'est une société assez familiale. Donc, c'est une chose que j'aime déjà parce que les sociétés familiales ont des visions à long terme. Donc, d'accord, il n'y a pas plus long terme qu'une société familiale. Parce qu'ils ne regardent pas sur le prochain trimestre ou bien sur les années, sur les mois à venir. Ils regardent sur la période, sur le long terme. Donc, ils vont avoir tendance à sélectionner de bons produits. Ça ne veut pas dire que investir uniquement dans les sociétés familiales, mais d'accord, c'est déjà un assez bon gage ici d'une vision à long terme. OK? Maintenant, l'entreprise fabrique des membranes relativement légères entre 300 grammes et 2 kg par mètre carré, utilisées pour des architectures comme des toits de stade ou des chaises de camping. La construction est rapide avec une simple déclaration de travaux et le démontage aussi. Donc ici, il faut poser la question de savoir quels sont les marchés finaux ici. Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est la consommation discrétionnaire? Ce genre de choses-là. Parce que quand je vois chaises de camping, quand je vois ici toit de stade, quand je vois également ici architecture, ce sont des questions que moi je me pose. Parce que c'est une compagnie qui est assez croissante ici et il faut toujours questionner la croissance, la source de la croissance et la qualité de cette croissance-là. La source de la croissance, ici, on peut avoir une croissance ici qui a 4 sources essentiellement. À savoir, on vend un produit ici, on a un produit qui se vend très très bien, ok? On a augmenté les prix, ok? On a un nouveau produit ici qui se vend également très bien, ou bien on a fait des acquisitions, d'accord? Donc maintenant, dépendamment de ces éléments, vous allez questionner la qualité de cette croissance-là, ok? Donc, il ne suffit juste pas de voir qu'une entreprise est croissante, il faut également questionner la qualité de la croissance et la source de la croissance. C'est très, 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 très important. OK? Donc, ça ne se voit pas uniquement sur des chiffres. Ça ne se voit même pas sur des chiffres. Sur les chiffres, vous pouvez uniquement voir le volume de croissance passé. Mais maintenant, questionner cette qualité-là, il faut lire les rapports financiers pour aller rechercher pourquoi. Donc, l'acquisition récente de la société allemande Versedag permet désormais de proposer des membranes incombustibles avec des fils de verre recouverts de téflon. Donc, c'est-à-dire que on a déjà ici une croissance par acquisition, mais essentiellement, on a fait une croissance par acquisition pour un nouveau produit qui pourrait essentiellement également bien se vendre. Donc, une autre technique va commencer à être utilisée en mélangeant fibres synthétiques et fibres de chanvre de lin. Cela permettra de moins dépendre du PET, donc du polytéréta. Du machin. On va l'appeler du PET. D'accord? Allez regarder ça ici. Le PET en lui-même, il est issu de quoi? Donc, on dit ici que les matières premières représentant 60% des coûts de fabrication, donc leur prix a doublé en 2022, notamment celui de l'antimoine d'origine essentiellement chinoise. Donc, on a une matière première ici. Le prix de vente de nos produits sont influencés par l'augmentation des matières premières. Donc, 60% ici, donc les matières premières représentent 60% du coût de fabrication. Donc, si on n'arrive pas à répercuter le prix des matières premières ici au consommateur final, ça va être un problème. Mais cette inflation a été répercutée sur le prix de vente. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, essentiellement, ici, je vous ai dit quoi? On a 4 sources de croissance. D'accord? Ici, on constate déjà qu'on a une croissance par acquisition, on a également un probable nouveau produit, mais également on a une augmentation des prix. C'est une bonne chose. Ça a été répercuté sur les prix de vente avec une hausse en 2021 et 2 en 2022. Donc, une hausse en 2021, 2 en 2022. Une légère baisse des matières premières est désormais constatée et pourrait aider à absorber la hausse du coût de l'énergie et des salaires. Donc, vous vous dites déjà ici, en voyant cet article-ci, je dois aller regarder ici le coût de l'énergie. Je dois aller regarder ici la charge liée au salaire en termes de dépenses, en termes de pourcentage. OK? Donc, marge en hausse. Serge Ferrari vise pour 2022
335 millions d'euros de chiffre d'affaires. Philippe Brun se dit à l'aise avec le consensus des analystes, tablant sur un bénéfice d'exploitation en hausse de 20% à 24 millions, soit une marge de 7,2% contre 6,7% un an plus tôt. Et il s'étonne que le cours de bourse soit inférieur au prix de 12 euros retenu lors de l'introduction en 2014, lorsque le chiffre d'affaires se limitait à 140 millions. Et déjà ici, on va mettre pause. Un dirigeant d'entreprise son rôle n'est pas de s'inquiéter du prix de l'action. S'il pense que le prix de l'action, si l'entreprise est sous-évaluée, il n'a qu'à racheter les actions. C'est tout. Ce n'est pas son rôle de mentionner ceci. Parce que ça me donne ici l'idée de quelqu'un qui se focalise essentiellement sur, beaucoup trop, à mon avis, sur le prix de l'action. Si ton entreprise se comporte très très bien et que les bénéfices nets sont croissants année après année, ne t'inquiète pas du cours de l'action. Tout ce que toi tu as à faire maintenant, c'est de bien allouer le capital que tu reçois. C'est bien allouer le capital. D'accord? Les bénéfices, quand tu reçois des bénéfices, tu fais quoi? Est-ce que tu donnes un dividende? Est-ce que tu réinvestis? Est-ce que tu fais des acquisitions? Est-ce que tu repayes la dette? Ou bien est-ce que tu rachètes des actions? C'est la question que tu dois te poser. Le fait que la bourse ici, voilà, le marché ici, fait à ce que le marché ici ne reconnaisse pas la véritable valeur de la compagnie ici, ça n'a pas lieu d'être. Et encore, on n'est même pas sûr que ce soit le cas. Ok, on va le voir tantôt tout à l'heure. Donc ça, c'est un commentaire que je n'aime pas. Venant d'un PDG, tu dois t'inquiéter du retour sur capitaux investis, tu dois t'inquiéter ici de la dette, tu dois t'inquiéter ici de la croissance, mais tu ne dois aucunement t'inquiéter du prix de l'action. Ce n'est pas ton rôle. D'accord? Parce que ce n'est pas toi qui contrôle le prix de l'action. Contrôle le business de l'entreprise, à savoir les marges, la croissance et le niveau d'endettement. Point. Le reste, ça va s'ajuster en conséquence. Il n'y a même pas de question par rapport à ça. Si ton entreprise est bonne, le marché reconnaîtra la valeur tôt ou tard. Si ton entreprise est mauvaise, le marché également jugera. Mais ce n'est pas à toi de dire que c'est le prix inférieur par rapport à X ou Y. Ce n'est pas ton rôle. En tant que manager, ça c'est une chose que je n'aime pas. D'accord? Si vous entendez un manager trop parler ici du prix de l'action de son entreprise, ça n'a pas lieu d'être. Simple. Si tu considères que c'est sous-évalué, tu rachètes les actions. Point barre. D'accord? Et déjà, j'aimerais voir lui-même en tant que PDG, est-ce qu'il a fait des acquisitions dernièrement en tant qu'initié, vu qu'il pense que c'est sous-évalué. Et j'espère voir au moins que la moitié de son salaire soit également parti pour acheter les actions de son entreprise, si c'est tellement sous-évalué. On ira le voir. La société est très internationalisée avec 20% de ventes en France, 50% ailleurs en Europe et 15% en Amérique du Nord, 10% en Asie. En plus des usines situées en Europe et de celles de Taïwan, l'acquisition d'une unité outre-Atlantique n'est pas exclue. Donc, il y a toujours des perspectives de croissance ici. Comme je vous l'ai dit, identifiez ici les sources de croissance. OK? Donc, également les segments, les marchés finaux. D'accord? Est-ce que c'est consommation discrétionnaire? Est-ce que c'est construction? C'est très important. Maintenant, en termes d'évaluation, on va aller voir ça directement ici. Donc, on va regarder... déjà, je tente que de regarder Intercontinental Exchange ici parce que je voulais faire une vidéo concernant les entreprises qui exercent dans le secteur ici des capital markets, donc un peu comme les Euronext, CBOE. Voilà, ce sont des entreprises que moi, je considère comme étant... Enfin, pas sous-évaluées, mais de très belles entreprises, d'accord? Qu'il serait intéressant d'avoir dans vos watchlists. On fera tantôt une vidéo par rapport à ça bientôt. Donc, on retourne ici. On regarde quoi? Là, on était sur Serge Ferrari, n'est-ce pas? Serge Ferrari. OK. Vous connaissez déjà la chanson. OK? Croissance des revenus, etc. Machin. D'accord? Donc, premier élément ici, c'est le revenu. Vu que nous avons une compagnie qui est en croissance ici, d'accord, je vois déjà ici que le management s'attend à 335 millions en 2022. Là, nous, on n'achète pas 2022, on va essayer d'acheter 2023. Les analystes s'attendent à voir combien en 2023. Donc, on regarde ici la tendance ici pour les analystes. On est à peu près aux alentours ici de, 300, on va mettre ça ici sur yearly. Voilà, on est à combien ici? On est aux alentours de 357 par là. D'accord? On va mettre 357. Mais quand vous regardez bien ici, ce qui m'intéresse également, c'est la pente. D'accord? C'est-à-dire que les analyses sont de plus en plus optimistes. OK? Donc, on ferme ça. On revient en arrière. Une fois que j'ai le 357, d'accord? On met ici 357 millions. 357. Je rappelle ici que c'est la croissance estimée pour 2023. Croissance de revenus ici, tout ce qu'on a à faire, c'est d'identifier est-ce qu'on a de la croissance ou pas. C'est uniquement ça qu'on doit regarder. On ne va pas se casser la tête ici à identifier la croissance passée, essayer d'extrapoler. Non. Une compagnie de croissance ici, on l'achète à un prix qui n'inclut pas la croissance. N'oubliez jamais ça. OK? Donc, je vais juste fermer ça ici parce que mon setup a disparu.
Je ne sais pas ce qui se passe avec la page. Voilà. Donc, on retourne sur Serge Ferrari ici. Serge Ferrari. Voilà. Donc, c'est une small cap. D'accord. J'aime pas trop les petites entreprises ici. C'est pas parce qu'il n'y a pas des opportunités dessus, mais ce que je pense que voilà, je vais laisser l'entreprise mûrir ici. Je ne poursuis pas les opportunités parce que je pense que déjà, sur les grosses capitalisations, il y a déjà assez d'opportunités et on a plus de chances de trouver des entreprises qualitatives. Donc, je ne dis pas que Serge Ferrari n'est pas une entreprise intéressante, surtout que ça reste une entreprise familiale. C'est assez intéressant. Donc, vous pouvez jouer ici sur la croissance exponentielle future. Si croissance exponentielle future, il faut déjà connaître la taille du marché. Donc, vous voyez ici que nous avons une croissance ici élevée. 50%, mais attention, 19% sur les 12 derniers mois ici. Attention, quand on regarde sur les 10 dernières années ici, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que c'est une croissance due à quoi? Est-ce que c'est par acquisition, manière organique? C'est ça qui nous intéresse. D'accord? Donc, on a une certaine croissance ici. Je mettrai le 357 ici. Maintenant, en termes de marge, je compare ici les net income margin. Je les avais déjà fait avant. Donc, on va regarder les marges ici. Et la question qu'on doit se poser, c'est si ces marges-là sont durables. Ok, nous rappelez-vous, quand vous analysez une compagnie ici, le plus important, d'accord, au-delà même de ces chiffres-là, rentrer en profondeur, il faut connaître ici de manière standard, de manière basique, c'est quoi la croissance, c'est quoi la profitabilité, quelle est ici la santé financière de l'entreprise, la stabilité financière de l'entreprise en termes de dette, etc. Il faut également regarder les risques d'investissement et vous questionnez en dernière partie le management. Ce sont les bases. Les bases. Donc ici, on a parlé de croissance, je vous ai déjà donné les sources de la croissance. Donc maintenant, ici, quand on parle des earnings, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Ici, je vais chercher absolument une entreprise qui me reverse à peu près des marges qui sont stables. Ok? Donc je veux la stabilité avant tout. Je ne cherche pas à savoir, enfin pas que je ne cherche pas à savoir. C'est bien de savoir qu'on a 3,16% de marge ici, mais je veux déjà savoir pourquoi est-ce qu'on a des zigzags dans le passé. C'est ce qui m'intéresse. Quand je regarde ici, je peux constater que on a parlé ici d'augmentation du prix de l'action, l'augmentation des marges ici, etc. Ok? Est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on aura la baisse ici du prix de la commodité? Est-ce qu'on va pouvoir baisser les prix? Est-ce qu'on va devoir baisser les prix? C'est la question que je me pose. Donc quand je prends 2,52% ici, il faut faire très très attention. Ici, je vais regarder, est-ce que nous avons des marges, les analystes s'attendent à quoi en termes de revenus, en termes de marge ici. Donc, je mets que le consensus des analystes ici sur un an, d'accord? On va voir ici normalize, consensus average, une année ici. Donc, on est à peu près à 15 milliards, d'accord? 15 milliards, 15,68. Donc, quand on prend ici le 15,68, d'accord? Donc, 15,68 divisé par le 357 millions. C'est 15 millions ici, 15,68 millions divisé par 357 millions. Ça donne à peu près un rendement de 4,39%. Donc les analystes sont assez optimistes. Ils sont à 4,39%. Écoutez les amis, je ne vais pas me casser la tête. Je vois que les analystes, ils sont optimistes. Ok, c'est bien. Moi, je vais identifier ici sur les 3 dernières années, nous avons 1,63. Je sais que la pandémie étant passée par là, etc. On peut comprendre. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 2,52. Sur à peu près, voilà, sur à peu près, je dirais, sur les 2 dernières années, donc si on prend en considération 2021, on a à peu près quelque chose aux alentours des 3%. Ok, aux alentours des 3%. Je vais prendre 3% ici, d'accord, mais avec vraiment beaucoup de pincettes. D'accord? Je constate également que on a eu une période creuse ici. Est-ce que ça va revenir? D'où l'importance de savoir la croissance ici est due à quoi? Ok? C'est très important. Donc, les marges ici sont influencées par quoi? Maintenant, je prends 3%. Je vous ai expliqué ici que c'est bien plus élevé que ça en date d'aujourd'hui. Donc, on prend le 3%, on le note là. D'accord? 3%. Maintenant, en termes de nombre d'actions ici, nous avons combien? Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? C'est ça qui nous intéresse. Donc, on prend ici, on met ça, on met quarter, on obtient quoi? 12 millions d'actions ici, c'est 12,08 ici. Je vais mettre 12 millions d'actions. On va mettre 12,08%, 12,1, d'accord? 12,1, j'arrondis ici, ça va pas changer grand-chose. Le PER ici, je l'ai vérifié également, il est de, généralement, une entreprise ici de petite taille, il faut faire attention au niveau du PER. Si on a également, le marché a également tendance à être trop optimiste par rapport au PER ici. Donc moi ici, généralement, c'est une entreprise qui, voilà, après avoir vérifié, je pense qu'on sera aux alentours des 20 fois les bénéfices. Ok, 20 fois les bénéfices sur les 10 dernières années, on va le prendre comme ça. En tout cas, depuis qu'elle est introduite en bourse, parce qu'elle est introduite en bourse depuis à peu près 2014 ici, on est à peu près 2014-2013 par là, donc on est à peu près à 20 fois les bénéfices et c'est uniquement ça que je vais prendre. Au niveau de la dette nette, qu'est-ce qu'on obtient ici? Est-ce qu'on a un niveau d'endettement ici qui est jouable? Déjà, avant de continuer, j'aimerais vous mentionner que le lien vers la newsletter gratuite de la chaîne est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez également qu'on analyse de manière quantitative vos entreprises, ainsi que recevoir ici mon top d'entreprise ici, principalement nord-américaine, avec une analyse fondamentale à la clé.
n'hésitez pas à vous abonner à la Top Premium, Top Newsletter Premium ici. OK? Donc, on a ces deux éléments-là et beaucoup de choses qui vont arriver dans les jours à venir. Je garde ça pour vous. Et si vous comprenez bien ici, j'ai accordé beaucoup d'importance sur certains éléments et vous allez comprendre qu'au fur et à mesure qu'on va avancer cette année-ci, on va de plus en plus entrer en profondeur. On ne va plus rester en surface au niveau des états financiers parce que je veux absolument que vous puissiez faire une analyse fondamentale, pas juste une analyse quantitative. OK? Toute l'année 2021, on s'est assis, on a parlé d'analyse quantitative. Maintenant, l'année 2023, on va beaucoup parler. 2022, on a parlé d'analyse quantitative. 2023, on va essayer de parler un peu plus d'analyse fondamentale. OK? À essayer de se dissocier un tout petit peu de la concurrence. D'accord? Donc, on va un peu rentrer en profondeur, surtout quand on va parler d'entreprises américaines. D'accord? Ou bien quand on parlera ici d'entreprises européennes, on essaiera de s'appuyer à peu près sur les états financiers. D'accord? Un peu plus sur les rapports financiers. D'accord? Mais je ne peux pas tout lire parce que moi, ici, essentiellement, mon temps également est un tout petit peu précieux. Donc, j'essaye de me concentrer plus sur les entreprises qui, moi, m'intéressent, sur lesquelles je pourrais investir personnellement. C'est la raison pour laquelle, dans la top newsletter, on appelle ça le top picking, donc top premium ici, dans la newsletter premium ici, vous avez là uniquement des entreprises nord-américaines, tout simplement parce que ce sont des entreprises qui m'intéressent, moi également, personnellement. Je ne vous donne pas uniquement l'analyse fondamentale de l'entreprise, mais également, on fait le suivi au moins 2 fois par an. Si la tendance, si le scénario de départ est toujours là, on reste sur l'entreprise. Si ça change, je vous le dis également. OK? Mais en même temps, ça vous permet de faire vos propres exercices. OK? Donc, on revient ici sur cette vidéo-ci. Maintenant, on a la dette née aux alentours de 82 millions. Je mets 83 millions ici pour faire simple. Je l'arrondis à 83 millions. OK? Donc, 8,3. Voilà. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires. Maintenant, alors, là, je vais prendre 357 millions, multiplié ici par 3%. OK? Ça fait 10 millions. Multiplié ici par 20 fois les bénéfices, d'accord, on a 214, moins la dette nette à 83 millions ici, on arrive à 131 millions, ok? Donc, ça veut dire que 131 millions divisé par le nombre d'actions, divisé par 12,1, on arrive à combien? 10,84 €. Donc, je mets ici X, 20 égale 10,84, ok? N'oubliez pas, ça, c'est par rapport aux 3% que j'ai pris ici. Sur les dernières années, on est à 3,5%. Les analystes ici, si on suit les analystes, on s'attend à avoir à peu près des bénéfices nets ici de 15 millions minimum en 2023. OK. Admettons qu'on suit la tendance des analystes. Donc, estimer ici 15 millions, d'accord? Ça va nous donner combien? Si on estime ici que les bénéfices seront de 15 millions l'année prochaine, cette année-ci 2023, on sera à combien? 15 millions multiplié par 20 fois les bénéfices, ça fait 300 millions. Moi, la dette nette de 83 millions ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 217 millions divisé par 12,1, ça donne au total 18 € l'action. Donc, on fait X 20, ça donne ici 18 € l'action. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? C'est 17,93, mais je l'ai arrondi à 18 € l'action. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ici? Qu'est-ce que je dois dire sur cette entreprise? Est-ce qu'elle est surévaluée? Je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, le succès de cette entreprise en termes d'investissement va dépendre de la taille du marché. Questionner la taille du marché. Est-ce qu'on a des perspectives de croissance élevées concernant la taille de marché? Qui sont nos concurrents? C'est très, très important. Pour le moment, ici, je ne dirais pas qu'on a une entreprise qui est surévaluée. On a une entreprise qui est correctement évaluée, qui peut également bien payer sa dette. Donc, qu'on soit à 10 millions ou à 15 millions, admettons qu'elle vous donne la totalité des bénéfices nets ici de 10 millions qu'on a calculé en date de jour divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est aux alentours de combien? On a à peu près 160 millions, donc divisé par 160 millions, on aura un rendement ici de 6%. Si on a 15 millions, ça sera bien plus élevé que 6%. Donc l'entreprise ici est correctement évaluée, pourrait représenter une bonne opportunité d'investissement si la croissance est très élevée. Admettons qu'on ait une croissance ici. Le marché, le management vous dit qu'on vise à peu près le double des revenus actuels d'ici 5 ans. Ça vous laisse déjà une idée qu'ok, si on double les revenus et qu'on arrive à doubler les marges, vu qu'elle semble avoir un certain pricing power, ça nous donne ici un potentiel ici d'appréciation du cours de l'action. Donc faites attention, creusez. Moi déjà au prix actuel, ça peut être intéressant uniquement si la croissance future est très, très élevée. OK, donc il faut lire les rapports financiers, qu'est-ce que le management dit par rapport à ces éléments-là. Ceci n'est que mon avis, le dividende ici, il est safe, il n'y a même pas de question par rapport à ça. Maintenant, savoir est-ce qu'il va continuer à être croissant, etc. À la fin de la journée, ça dépend, c'est à la discussion du management, mais à ce que je vois ici, c'est un dividende qui a l'air d'être croissant année après année, en tout cas depuis au moins, voilà. Depuis leur introduction en bourse, ils versent un léger dividende. Ce dividende-là, il n'y en avait pas en 2021 ici, mais en 2022, il y en a. Peut-être qu'en 2023, il y en aura. D'accord? Donc, dans tous les cas de figure,
Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose matière à creuser sur cette entreprise-ci. Elle a sans doute un produit ici qui pourrait se vendre comme des petits pains. Surtout elle n'est pas en Asie, peut-être que c'est un gros marché. Ça ne représente que 15% de son chiffre d'affaires et elle n'a qu'un revenu ici, un chiffre d'affaires ici de 300 millions. Donc, il faut déjà connaître la taille du marché ici pour essayer de se projeter à long terme. Et également, regarder les compétiteurs. Ceci n'est que mon point de vue, mon analyse ici. Je peux également me tromper, mais n'empêche que à partir d'aujourd'hui, à partir d'ici, je peux déjà voir quel type d'entreprise nous avons, quel genre de questions je pourrais poser en lisant les rapports financiers. Un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.